Ravi de vous retrouver pour cette édition du 19h sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Devant les deux chambres du Parlement, le ministre de l'Économie et des Finances présente le projet de loi de finances 2014, les grandes orientations du texte dans un instant. À Barcelone, coup d'envoi des travaux du premier forum économique de l'ouest de la Méditerranée. Sur place, le Maroc est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Abrite un congrès mondial sur la lutte contre la tuberculose, une maladie toujours aussi meurtrière. Le projet de loi de finances 2014 sous la loupe des parlementaires. Devant les deux chambres du Parlement, le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Boussaïd, a exposé cet après-midi les grandes lignes de ce projet. Le texte prévoit la création de près de 18 000 postes budgétaires et instaure de nouvelles mesures dans le domaine fiscal. Les principales orientations du projet avec Mohamed Etlishkar. Un projet pour une loi de finances qui se veut à la fois réaliste et optimiste. Réaliste dans le sens où ce projet prend en considération l'ensemble des pressions exercées sur les finances publiques, avec l'espoir de revenir à un équilibre dans les 3 prochaines années. Optimiste ensuite, car ce projet vise justement à concevoir, sur les 3 prochaines années, une vraie relance économique capable d'encourager l'investissement et de créer plus d'emplois. Le projet de loi de finances repose ainsi sur 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est renforcer, accélérer la croissance à travers l'encouragement du tissu économique, entreprises, PME, grandes entreprises et PME et petites PME et mesures concernant l'emploi. Deuxième pilier concerne l'harmonisation de l'ensemble des politiques sociales et le renforcement des outils de cohésion sociale envers les catégories de citoyens qui sont exposés à la fragilité. Le troisième pilier concerne l'accélération des réformes dont on a parlé souvent, à savoir la réforme de la fiscalité, la réforme de la retraite. Et enfin, un 4e et dernier pilier qui a trait au cadre législatif et à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles. À Rabat, le chef du gouvernement Abdellah Benkian s'est aujourd'hui entretenu avec le président du Fonds international de développement agricole. Au menu de cette rencontre, les moyens susceptibles de renforcer la coopération entre le Maroc et cette organisation onusienne, avec l'ambition de multiplier les projets financés en coopération avec le FIDA. Soad Anachet. La coopération Maroc-FIDA repose essentiellement sur l'assistance financière sous forme de dons ou prêts consentis à des taux concessionnels. Cette assistance est destinée principalement à soutenir des efforts déployés par le département de l'agriculture dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement agricole et rural. Le fonds s'attelle à l'élaboration d'un programme de développement agricole sur l'ensemble du territoire national à l'horizon 2015 et ce au profit des populations rurales des zones de montagne. Une réponse, si je peux dire, une réponse au plan Maroc 20 pour vraiment soutenir l'investissement national dans ces zones. Et le FIDA vraiment est tellement content des résultats que nous avons trouvés dans le terrain et que vraiment le gouvernement met accent sur le développement rural et l'agriculture comme la base de ce développement. 5 projets de développement rural intégrés sont en cours d'exécution au Maroc grâce au concours financier du FIDA. Le projet de développement rural de Taourid Tafouralt, le projet de développement rural des zones montagneuses de la province d'Al Haouz, le projet du développement pastoral et de l'élevage dans l'oriental, le projet de développement rural dans le Moyen Atlas et enfin le projet de développement rural dans les zones montagneuses de Rachidia. Les opérations financées par le FIDA au Maroc avoisinent les 200 millions de dollars. Les avancées du Maroc et son engagement en faveur de la poursuite des réformes saluées par le Parlement européen dans une résolution adoptée ce mercredi en plénière à Strasbourg sur la politique européenne de voisinage et la position du Parlement européen sur les rapports de suivi 2012. Le Parlement a également salué la volonté du Royaume d'intensifier ses relations avec les pays de l'Union et de tirer pleinement parti du statut avancé de son partenariat. Nous écoutons à ce propos Abdelrahim Atmoun, coprésident de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne depuis Strasbourg, propos recueillis par Mohamed Etlishkar.
Le Parlement européen a examiné cette semaine, hier et aujourd'hui, 2 rapports présentés par les eurodéputés. M. Charles Tannock, pour ce qui concerne le rapport consacré à la situation des droits de l'homme au Sahel, et M. Pierre-Antonio Panzeri pour la politique de voisinage. S'agissant du rapport Tannock, une partie importante de ce rapport a été consacrée à la question du Sahara marocain. La diplomatie marocaine, dans toutes ses dimensions, officielles et parlementaires, en l'organe de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, s'est activée depuis la présentation de ce rapport le mois de mai à lui assurer un équilibre. C'est ainsi que plus de 140 amendements ont été corrigés ou rejetés pour assurer cet équilibre. Après le vote à la commission des affaires étrangères du Parlement européen le mois de septembre dernier, le rapport a été présenté hier en session plénière à Strasbourg. Malgré l'acharnement des eurodéputés aussi dans notre pays, leurs amendements ont été rejetés par le Parlement européen. Pour ce qui concerne le rapport de M. Pierre-Antonio Panzeri, ici aussi, les mêmes eurodéputés ont une nouvelle fois présenté des amendements fallacieux, erronés et même insultants à l'endroit de notre pays. Et également, le Parlement européen les a rejetés à une très forte majorité aujourd'hui. La vision très forte de tous les parlementaires présents, combinée à l'action diplomatique officielle, a une nouvelle fois démontré la justesse de notre cause auprès des institutions européennes. Barcelone maintenant, où les travaux du premier forum économique de l'ouest de la Méditerranée se sont ouverts ce matin. Sur place, le Maroc est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salahdine Zoual. Au programme de ce conclave, de multiples thèmes, notamment la place de la Méditerranée occidentale dans l'économie globale ou encore le renforcement de la coopération économique entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Nous retrouvons Mohamed Elishkar. Il y a des officiels, 10 ministres des pays de la Méditerranée occidentale, mais aussi les entrepreneurs de la région, plus de 200, dont des représentants de la CGEM. La CGEM se place comme un interlocuteur qui arrive avec une force de proposition, notamment sur le plan fiscal, sur le plan juridique, avoir les cadres nécessaires pour pouvoir opérer d'une façon transversale dans ces pays, dans les pays donc de la Méditerranée occidentale. Du coup, il est notamment attendu de ce forum économique 5+5 de donner un signal fort aux opérateurs économiques de la région, et notamment ceux du Maroc. Le Maroc représente 10% de ces 5+5 et certainement le pays qui a le plus d'accords commerciaux, économiques et d'investissements avec les 5 pays européens. Les entreprises du Maroc souhaitent également jouer le rôle de locomotive pour la coopération tripartite Union européenne, Maroc, Afrique subsaharienne. L'autre objectif de ce forum, c'est de promouvoir l'intégration régionale. Le sud de la Méditerranée est aujourd'hui une des régions les moins intégrées au monde. Ceci est tout à fait inacceptable et anormal en 2013. Et je crois que des initiatives comme celle-ci visent précisément à faire en sorte qu'il y ait plus d'intégration au bénéfice de l'ensemble des populations et des pays. Créé en 1990 à Rome, le groupe 5+5 se compose des 5 pays du Maghreb et de 5 pays de la rive nord de la Méditerranée. Nous parlons santé avec ces nouveaux cas de méningite. Chez nous, 5 cas ont été déclarés à Rabat. Je vous propose de suivre cette mise au point du ministre de la Santé, Hossein Wardi. Les cas enregistrés à Rabat dans des écoles de la mission française correspondent à des cas de méningite virale et non bactérienne. La méningite virale est certes la plus répandue, mais elle est la moins dangereuse. En tout cas, il s'agit de 5 cas, 3 avérés et 2 qui correspondraient seulement à des cas de fièvre, donc à la panique des parents. De toute façon, les 5 cas ont déjà pu quitter l'hôpital, que ce soit l'hôpital Cherzeid ou les cliniques qui les avaient reçus. Avec le suivi du ministère, 3 cas proviennent du même établissement, c'est vrai. Il y a eu une certaine panique, mais je vous l'assure, si le ministère a laissé ces personnes quitter l'hôpital, c'est qu'il n'y a plus aucun danger, ni pour leur vie, ni pour celle de leur entourage. D'ailleurs, s'il s'agissait de cas graves, on aurait déjà procédé à la fermeture des écoles concernées. Mais tout est normal.
C'est un problème majeur en matière de santé publique, la tuberculose qui a tué 1,3 million de personnes en 2012 dans le monde. Cette pathologie demeure ainsi parmi les maladies infectieuses les plus meurtrières. Au Maroc, plus de 27 000 cas sont recensés chaque année. La stratégie du ministère de la Santé table sur une réduction de la prévalence de la maladie de 6% par an. C'est d'ailleurs l'une des priorités abordées lors d'un congrès international consacré à cette pathologie à Casablanca, Salah Katir. La journée de lancement du plan national d'accélération de la réduction de l'incidence de la tuberculose pour la période 2013-2016 a été célébrée sous le slogan Ensemble, accélérant le pas pour éliminer la tuberculose. Le but est de réduire la charge de morbidité de cette maladie dans la population marocaine, surtout que rien que pour l'année 2012, 27 437 nouveaux cas de tuberculose ont été notifiés. Nous voulons accélérer cette réduction pour passer de 3% à 6% annuellement. Donc c'est un nouveau plan qui s'articule autour de 3 points. Le premier point étant celui de la gratuité de la prise en charge des médicaments partout où les citoyens se trouvent. Deuxièmement, c'est la régionalisation de la prise en charge, la décentralisation de la prise en charge. Et enfin, l'amélioration de la gouvernance. D'ici 2016, le plan prévoit d'atteindre un taux annuel de diminution de l'incidence de la tuberculose de 6% en vue de l'atteinte de l'objectif d'élimination de cette maladie à l'horizon 2050. Mais pour cela, il faut fédérer les efforts. Il faut absolument s'appuyer sur une approche participative. Alors, au niveau de notre ministère, nous allons permettre au service du ministère de la Santé de s'introduire dans les établissements de protection sociale pour pouvoir faire les consultations. Il faut qu'il y ait toujours ce qu'on appelle l'approche centrée sur le malade. Et c'est là que vient notre rôle en tant que Ligue. Nous avons assuré cette fonction durant toute notre histoire qui s'étend sur une cinquantaine d'années. Mais actuellement, nous sommes appelés à jouer ce rôle pleinement pour assister ce genre de malade. Et c'est un partenariat intersectoriel qui a été initié pour renforcer les actions de lutte contre la pauvreté inscrites dans les plans d'intervention des départements concernés et surtout pour améliorer les conditions d'hygiène dans les quartiers ciblés, car le lien entre la pauvreté et la tuberculose n'est plus à démontrer. L'enseignement japonais fait escale à Rabat. Le 3e sommet des universités japonaises et d'Afrique du Nord prend place dans la capitale et porte sur le thème mobilité et internationalisation. Plusieurs universités nippones prennent part à l'événement, l'occasion de présenter aux établissements marocains les différentes offres de formation japonaises qui accueillent jusque-là un nombre très limité d'étudiants marocains. Zakia Belkas, Hazan Tabaï et Nissel Hamdawi. Des représentants des universités japonaises informent les étudiants marocains sur les différentes offres de formation au pays du soleil levant, ainsi que les opportunités des bourses d'études proposées. Le Japon, un pays certes complètement différent du Maroc, mais qui demeure un modèle de performance économique. Notre objectif est d'élargir la base de partenariat de l'université Mohamed V et de permettre à nos étudiants d'aller poursuivre leurs études dans des universités japonaises dans le cadre des partenariats que nous signons avec ces universités. L'objectif est de permettre à nos jeunes de s'ouvrir sur un autre monde auquel ils ne sont pas familiarisés, le monde de l'excellence. Aujourd'hui, le Maroc a choisi de ne pas rester confiné dans le seul modèle d'enseignement européen et anglo-saxon et de partir explorer de nouveaux horizons. Nous avons des systèmes très développés. Au Maroc, il existe aussi différents domaines qui méritent toute notre attention, tels les énergies et l'environnement. Nous sommes venus accompagnés de professeurs universitaires et d'étudiants pour travailler ensemble avec nos homologues des pays d'Afrique du Nord. Work together with students and professors in North African countries. Le nombre d'étudiants marocains au Japon est très limité. Tokyo lance aujourd'hui tout un programme de formation à destination des étudiants des pays maghrébins dans des domaines porteurs comme les nouvelles technologies de l'information, l'environnement et la robotique.
Avant de refermer cette édition, je vous rappelle que le retour à l'heure légale GMT au Maroc aura lieu dimanche prochain à partir de 3h du matin. L'heure sera ainsi retardée de 60 minutes et à partir de cette même date, notez ces changements d'horaire des rendez-vous d'information sur El Oula. Nous aurons le plaisir de vous retrouver à 18h30. La principale édition de la journée en langue arabe sera diffusée à 20h30. Les JT en langue amazigh et espagnole à 14h. L'édition de la mi-journée sera maintenue à 13h et le dernier bulletin d'information aux alentours de minuit. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi à 21h autour de l'information en compagnie de Marie Moulaoufir. Je vous dis rendez-vous demain à 19h.